En France, le salaire médian d'un développeur front-end est de 42 000 euros par an. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un développeur front-end français qui vient de signer un contrat français avec un package à 148 000 euros par an, en full télétravail et avec vacances illimitées. Dans cette vidéo, on va voir comment se décompose ce package, on va voir quel type de développeur ce Samuel est, les entretiens qu'il a dû passer pour décrocher ce dream job, si c'est à la portée de tout un chacun ou réservé à une poignée d'individus, et enfin, on va voir s'il a bien fait d'accepter ce job. Puisque la question, je vous l'assure, se pose vraiment. Samuel est sorti d'une école d'ingénieur française il y a une dizaine d'années. À la suite de ça, il a pas mal travaillé en tant que manager, chef de projet, Scrum Master. Puis 3-4 ans plus tard, à force de travailler avec des devs, il s'est dit c'est peut-être pas mal de travailler en tant que dev et non pas avec des devs. Il s'est donc mis à apprendre à coder tout seul et il s'est très vite retrouvé à travailler en tant que développeur front-end freelance. Ces différentes missions l'ont amené à toucher un peu à tout, normal, et il est devenu petit à petit une sorte de développeur full stack avec en gros des connaissances en Angular, React, Rails et C#. Tu faisais quoi avant du coup ? Avant, j'étais dans le logiciel, mais par contre, j'avais plus des postes intégration, en support technique, Scrum Master, mais c'était des postes en présentiel. Et du coup, j'ai voulu passer en télétravail. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de devenir développeur. Donc, c'était bien avant le Covid. Il y avait quand même peu de postes en télétravail. Donc, c'est pour ça, à la base, que je suis passé dev, puis freelance, puis remote. Vu qu'il était plutôt très bien payé et qu'il avait aucun mal à trouver du taf, bah lui, il avait pas trop volonté à changer sa vie de freelance, qui lui allait très bien, jusqu'à ce qu'il reçoive un petit message sur LinkedIn avec une offre difficilement refusable quand même. Oui, je parle de la proposition à 148 000 euros. Il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre à tenter sa chance et qu'au pire, ça lui ferait un bon entraînement, donc il s'est lancé dans ce long processus de recrutement dont on va parler par la suite de cette vidéo. Et je me suis dit, allez, il y a beaucoup d'entretiens, je vais les passer, on va voir. Puis moi, je l'ai vu comme un jeu. Autant il y en a qui vont sur Coding Game, sur HackerRank, sur Code Wars ou autre pour s'entraîner. Ouais. Je me suis dit, j'y vais pour le fun. Si le package annuel annonce 148 000 euros, c'est quand même important de regarder comment ça se décompose, parce que c'est pas vraiment 148 000 euros comme ça brut qui tombent dans tes poches. Le salaire brut, il est de 110 000 euros, ce qui est déjà plus de 2 fois le salaire médian, donc c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais à ça s'ajoute 105 000 euros de parts d'entreprise qui lui seront filées sur 3 ans. Et il me semble que ces parts-là peuvent gagner ou perdre de la valeur. Et là, en ce moment, par exemple, les marchés s'effondrent un petit peu, donc il y a moyen que, par exemple, ces parts perdent un peu de valeur. Enfin, s'ajoute à tout ça la partie la plus fun du package, à mon sens, c'est 3 000 euros supplémentaires en dépenses lifestyle. Qu'est-ce que c'est qu'une dépense lifestyle ? Je lui ai posé la question directement parce que j'étais interloqué, c'est un truc qui m'interpellait beaucoup. 3 000 euros freestyle, alors, lifestyle. Alors ça va... Qu'est-ce que c'est, nom de Dieu ? Mais en fait, c'est vraiment des dépenses pour aménager ton quotidien. Par exemple, tu peux même t'acheter une nouvelle machine à café. Okay. Et te dire, moi je travaille de la maison, du coup, me faire un bon café, ça me rend plus productif, plus heureux. Je pense qu'en France, c'est encadré au niveau de la loi, mais il m'a dit, franchement, ça peut même être ton abonnement à la salle de sport, ton abonnement Spotify. Enfin, et ça peut être une chaise de bureau, par exemple, un peu chère, une oui, totalement. Un truc comme ça, ça rentre dedans. Par contre, je crois qu'il y a un budget matériel, déjà à la base, quand tu es recruté, où ils vont te filer du coup tout ce qu'il faut pour avoir une super machine, un super écran, chaise et tout ça. Donc, vu qu'ils sont en full remote maintenant, ils se passaient full remote pendant le Covid. Du coup, vu qu'ils sont full remote maintenant, ils mettent le paquet pour que leurs salariés soient quand même dans une bonne posture, à l'aise. Donc, le budget lifestyle, c'est un peu un budget plaisir. Où ils disent, fais-toi plaisir pour être le meilleur employé, en quelque sorte. En vrai, rien qu'avec le salaire brut de cette offre, on était déjà bien au-dessus du marché français. Mais en plus, s'ajoute à tout ça les vacances illimitées, dans nos dieux. Mais ça, on va voir dans la suite de cette vidéo que les vacances illimitées, ça peut être un truc un peu à double tranchant. Alors pourquoi je tique sur le concept des vacances illimitées ? Jusque-là, toute ma vie, moi, j'ai été freelance. Donc le concept de congé payé, déjà, c'était un petit peu étranger à ma vie. Et je découvre ça depuis que j'ai commencé à travailler avec Covery. Là, ça fait à peu près 2 ans maintenant. Je découvre ce concept. Mais je vous assure que les vacances, si c'était pas forcé et en quantité précise, je crois que j'oublierais de les prendre. Parce qu'en fait, on est tellement pris dans ce qu'on est en train de faire, on est tellement à fond sur nos tâches et tout, que c'est difficile à un moment de lever la tête et de se dire « Ah, là, je vais prendre tant de temps, hop, et puis j'ai à peu près en tout dans l'année 25 jours à poser. Ok, alors là je prends 2 semaines parce que bon là c'est sûr j'étais en vacances, mais ces 15 autres jours, j'avais pas spécialement prévu de les poser. Voilà, cette réflexion là et le fait que vous avez une RH qui vient vous voir en vous disant faut que tu poses tes jours sinon tu vas les perdre, ça te force un peu à les prendre et du coup tes vacances elles sont limitées mais tu les utilises, ça c'est sûr. Par contre,
Quand c'est illimité comme ça, je vous rappelle que c'est pour des postes avec des responsabilités assez fortes quand même, et plus vous avez de responsabilités, plus c'est chaud de dire comme ça au milieu de nulle part, moi je vais prendre des vacances là, surtout quand t'as pas vraiment de minimum à prendre, ni de maximum, tu peux te retrouver finalement à pas du tout prendre de vacances alors que tu les as en illimité en gros. Il faut du coup, si tu as ça, assumer prendre ton courage à deux mains et dire à tous les gens qui t'entourent, là, je prends des vacances en plus. Oui, je prends ma 50e journée de vacances et tout. Oui, vous êtes dans la sauce, mais je m'en fous. Et dans ces boîtes-là, il y a toujours la sauce un peu partout. Donc, je pense que c'est souvent un peu galère. Mais du coup, on était pas mal à douter de ça, et lui-même doutait de ça. Du coup, il a demandé à la RH, c'est quoi la moyenne de vacances que les gens prennent, parce que on connaît les vacances limitées, on connaît quoi. Et la RH lui a dit t'inquiète, c'est entre 30 et 35 jours que les gens prennent en moyenne. Donc déjà c'est cool, lui il part sur cette base de se dire dans l'année, il a 30-35 jours à poser, et je pense que si du coup il s'applique à vraiment les prendre, s'il se force à prendre ses jours, et s'il se dit attends, pas que je me fasse trop avoir non plus, je pense que ça devrait le faire. Mais voilà, attention, ça peut passer de vacances illimité à vacances très très limitées en fait, parce que y a un blocage dans la tête, il y a un blocage social, il y a des blocages dans tous les sens en fait. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde ce genre d'offre ? Samuel a sorti sur son Twitter une stat très intéressante. Pour un poste full remote dans une entreprise internationale, il y a 1500 candidats. 1500 candidats pour un seul poste, ce qui laisse 0,1% d'être l'heureux élu. Ça reste bien plus probable que de gagner le loto. Vous avez bien plus de leviers à actionner pour augmenter vos chances, ce qui n'est pas le cas au loto, à part d'acheter le plus de tickets possible. Mais on se rend bien compte que c'est quand même pas bien aisé et que la probabilité est pas bien haute. Il faut avoir un très bon mix de soft skills et de hard skills, être très à l'aise avec l'anglais. Il faut savoir prouver à cette boîte qu'au-delà de vos compétences techniques qui sont requises absolument, vous aurez aussi un impact fort sur plein d'autres domaines autour. Et tout ça, c'est pas vraiment évident. Ni à prouver, ni à déceler. C'est pour ça que Samuel, au final, a passé pas moins de 7 entretiens pour rejoindre Shopify. Un premier call, après test technique, RH. Ah oui. Après 3 tests techniques. Ouais. Et le 7e, c'est un entretien RH où il t'annonce les résultats. Donc finalement, il y a eu 6 entretiens vraiment de sélection. Ouais. Et le dernier, il t'annonce le package, le salaire, etc. Et tu dis, voilà, est-ce que ça t'intéresse ? Si oui, à partir de quand ? Dans quel type d'équipe et tout ça. 7 entretiens, dont 4 étaient complètement techniques, avec un sur lequel il a dû présenter et défendre un projet sur lequel il a travaillé dans une de ses précédentes missions. Ils veulent vraiment voir que tu as la bonne démarche de recherche. Et ensuite, 3e entretien technique, là, tu dois venir tu fais une soutenance d'un projet sur lequel tu as bossé. Okay. Et tu présentes vraiment le projet en détail. Tu présentes les enjeux métiers, business, la taille de l'équipe, interaction entre dev et la partie métier, quelle taille de l'équipe de dev, quels sont les enjeux de collaboration et tout ça. Du coup, j'ai présenté mon projet actuel chez EDF avec Squadresser et tous les enjeux de scaling, performance, synchronisation entre les devs et des problèmes de rebase et les problèmes de refacto. Et du coup, j'ai présenté ce projet vraiment en détail. Ils avaient plein de questions. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait par rapport aux choix architecturaux ou autres. Et là, c'est vraiment pour voir ton niveau de recul. Est-ce que tu es un exécutant ? On te dit, vas-y, fais-moi tel user story, tu le développes, tu te poses pas de questions. Ou est-ce que tu as vraiment un recul sur les technologies, les avantages, inconvénients, les trade-offs ? Et là, ça c'est vraiment l'entretien où ils voient vraiment ton potentiel de progression, en fait. C'est beaucoup d'occasions de ne pas être convaincant auprès d'une seule personne qui pourra éventuellement mettre son veto, beaucoup d'occasions aussi de perdre ses moyens. Donc bref, c'est un véritable parcours du combattant dont seulement 0,1% des gens viennent à bout. A-t-il bien fait d'accepter ? Alors Samuel était jusqu'à présent très très bien payé en tant que freelance. Il gagnait tout aussi bien sa vie, voire un peu mieux qu'avec ce package. Et en tant que freelance, il était libre comme le vent, il travaillait moins de 2 jours par an, il était vraiment dans une position assez incroyable, faut l'admettre. Donc il aurait pu continuer à son rythme et rester freelance et gagner tout aussi bien sa vie. Pour autant, je pense qu'il a très bien fait d'accepter, pour une raison très simple, comme je l'ai un peu évoqué plus tôt, les marchés sont en train de se péter la gueule, de se casser la binette littéralement. Et du coup, dans ces moments-là, tous les budgets sont resserrés, les startups, il y en a plein qui ferment, les grosses boîtes solides, ils arrêtent un peu leur projet un peu foufou et ils se concentrent un petit peu sur l'essentiel. Et quand ils se concentrent sur l'essentiel et sur leur masse salariale, les premiers qui sautent, c'est les freelances. Donc la période qui va arriver là, elle va pas être tout à fait charmante pour les freelances. Et donc c'est pourquoi je pense que même s'il avait un bon réseau, même s'il était très fort, même s'il était très bien payé, etc., je pense qu'il a bien fait de se mettre un petit peu au chaud pour les quelques temps à venir.
Samuel nous a prouvé qu'il était très bon, qu'il faisait partie des 0,1% à pouvoir décrocher ce genre de job. Moi, j'ai adoré parler avec lui, j'ai fait genre 2 heures de conversation en vidéoconférence avec lui, c'était un grand plaisir. J'adore les tweets qu'il poste depuis que je l'ai découvert avec ce gros tweet qui a buzzé là sur son package Shopify. Depuis, il a fait que partager des choses super pertinentes. Je vous conseille énormément de le suivre pour peut-être vous en inspirer et apprendre et peut-être augmenter vos chances de faire partie des 0,1%. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis ciao.